Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Aujourd'hui, c'est un grand jour, on fait les règles de Solomon Kane. Voilà, donc pour commencer les règles, je vais déjà dans un premier temps insister sur deux points. Déjà la peinture, j'en suis pas fier, c'est dégueulasse, c'est juste pour que vous puissiez les voir plus facilement une fois qu'elles seront mises en place sur un plateau, car nous allons faire l'intégralité des livres d'aventure de Solomon Kane. Un petit peu à la manière dont on avait fait Cloudspire sur la chaîne l'année dernière. Cette année, ce sera Solomon Kane, j'en suis quasiment certain. J'y reviendrai par la suite. Pour ce qui est des règles, sachez juste que c'est des règles qui risquent d'évoluer puisqu'à ce jour, Mythic Game n'a toujours pas sorti de FAQ. Donc, s'il y a des erreurs dans quelques jours ou dans quelques semaines, on fera un errata et on fera le point dessus, bien évidemment. Devant vous, vous avez le matériel nécessaire pour jouer dans tous les cas à Solomon Kane. Vous avez vos 4 vertus avec leur deck attitré. Suivant les modes de jeu, vous n'aurez qu'une vertu avec son deck. Moi, je vais prendre le parti de jouer les 4 vertus pour profiter d'un maximum d'expérience et en même temps d'un maximum de combinaisons. J'y reviendrai par la suite. Le plateau des attributs. Donc, vous pouvez voir qu'il y a une certaine correspondance au niveau des couleurs. Donc, la force avec courage, justice pour la compassion, lucidité pour tempérance et enfin le danger par rapport à prudence. Bien, donc ça c'est le livret de règles. Sachez que vous allez avoir tendance à y revenir très fréquemment, donc gardez-le quand même près de vous. C'est surtout pour tout ce qui est mots-clés. Je tiens à souligner que peut-être qu'il manque d'exemples ce livret de règles, mais il est extrêmement bien foutu, je trouve. Une fois qu'on a fait quelques parties, on s'y retrouve très facilement et on sait aller où chercher. Grâce à deux choses, un glossaire pour les mots-clés et un index en début de livret. Là, pour le coup, vraiment, bravo. Pour moi, un livret de règles qui est mythique, pour le coup. Je vous encourage vivement à prendre votre aide de jeu, qui elle aussi est particulièrement bien faite. Elle résume bien les phases de jeu. Ok, donc pour appréhender les règles, je vais me baser et commencer par attaquer une partie de la mise en place et vous expliquer une base des mécaniques de Solomon Kane. Ça va vous permettre de comprendre tout ce qui va dérouler par la suite. Donc déjà, imaginons qu'on fasse donc une partie en coopératif avec 4 vertus jouées ou alors que vous fassiez une partie à 4 joueurs. Je vais prendre donc une vertu. Pour sa mise en place, vous allez avoir donc un deck de cartes composé de 8 cartes avec donc leur même recto, d'accord? Donc facile à identifier. Vous les mélangez, vous le coupez en deux, donc 2 paquets de 4 cartes. Vous choisissez le deck que vous préférez, là en l'occurrence on s'en fiche. Celui qui va vous apporter le plus d'avantages par rapport à la mise en place de votre récit. Parce que jusqu'ici j'ai vu que les livrets d'aventure commençaient avec un récit. Vous avez donc une main composée de 4 cartes et une pioche qui sera composée ici de 4 cartes elle aussi. Les 4 cartes que vous avez dans votre main, vous allez en sélectionner 2 que vous allez mettre dans la main gauche et dans la main droite de votre vertu. Je préciserai à chaque fois main droite et main gauche de votre vertu pour éviter que ça prête à confusion quand je dis dans votre main. Dans votre main, c'est ce que vous avez dans vos mains à vous en tant que joueur. Solomon Kane se joue grâce ou par l'intermédiaire de dés. Donc, à chaque début de tour, une vertu va lui être assignée 3 dés qu'elle va pouvoir lancer. Une fois qu'elle a lancé ces dés, elle va pouvoir les utiliser. Alors, qu'est-ce que l'on a face à nous? Qu'est-ce que c'est que tous ces symboles? À quoi ça sert? Chaque symbole dans un carré représente une position pour un dé lorsque vous avez un point d'interrogation ou un des 4 symboles représentés par le dé. Ah, vous allez me dire, pourquoi cette précision? Parce qu'il y a certaines cartes sur lesquelles est indiqué, comme celle-ci, un attribut en moins. On perd 1 en force, en compassion ou en lucidité. Les attributs
sont mis en place au début du récit pour vous dire à quel niveau de santé mentale, psychologique et le niveau de danger dans lequel baigne Solomon Kane. Donc, lorsque vous avez quelque chose en dehors des attributs, vous allez pouvoir y assigner des dés en fonction de leur symbole. Il faut remplir intégralement chaque carte pour qu'elle soit, pour que l'action soit activée. De ce fait, imaginons par exemple que nous ayons fait ceci. Voilà, on va pouvoir aller poser une lumière, on verra de quoi il s'agit plus tard, sur le tableau d'une vertu. D'accord, ok, donc on a compris, pour pouvoir utiliser une action, il faut remplir intégralement les cases de dés. Les points d'interrogation, on choisit tout simplement les dés que l'on veut mettre, il n'y a pas de limite à proprement parler. Au niveau des dés, il y a un joker qui est représenté par la croix. La croix est un joker, dans un sens uniquement. On peut utiliser qu'une seule croix comme joker dans l'utilisation des dés pour remplir une carte, pour activer une carte. Je m'explique. Prenons par exemple soutien, ici. Je peux très bien prendre une croix pour remplir le symbole qui est dessous et l'activer de cette manière-là. Ça marche, aucun problème. Par contre, utiliser deux jokers pour l'activer, c'est interdit, ça ne marche pas. C'est pas comme ça que le jeu fonctionne. Par contre, si sur votre carte, vous avez déjà une croix d'indiquer, là, elle ne compte pas comme un joker, mais compte une nécessité de résultat pour pouvoir activer, par exemple ici, perspicacité. Cependant, vous pouvez très bien, à la place de ce symbole, jouer votre croix en tant que joker. Là, ça marcherait. Vous avez une condition à remplir et ici, un joker pour pallier à un manque de dés avec ce résultat-là. Ok? Donc, pour activer les cartes, il nous faut des dés. Voilà. Sur chaque plateau de vertu, vous avez une action particulière qui est l'action centrale. Pour pouvoir la rendre plus forte, il va falloir y poser dessus des lumières. Alors, je vous parle de lumière, qu'est-ce que c'est? Les lumières, ce sont ces petits jetons-là qui vont servir à la fois pour Solomon Kane et à la fois pour les vertus. Quand vous remplissez, ou pas d'ailleurs, on peut laisser le plateau des vertus au niveau de leur action centrale, ici j'en ai deux, mais pour d'autres, par exemple pour justice, il en faudrait 3, vous allez pouvoir renforcer l'action de la vertu en question. Par exemple, pour prudence, lorsque je vais jouer la capacité anticipation, je vais pouvoir déplacer n'importe quelle vertu du montant de lumière qui est indiqué en haut. Donc je pourrais très bien faire cette action-là. Je déplacerai de 0 n'importe quelle vertu. Ça fonctionne, hein, on peut le faire. C'est stupide, mais ça fonctionne. Pour pouvoir déplacer de 1 n'importe quelle vertu sur le futur plateau de jeu, on va avoir besoin d'y avoir mis une lumière. Et ici, jusqu'à 2. Par contre, comment on fait si sur l'ensemble de mes dés, je ne peux pas tous les utiliser? Vous avez une petite réserve ici où vous allez pouvoir stocker jusqu'à 2 dés. Bon, super, c'est très bien puisque ça permet d'anticiper le tour suivant. Et là-haut, il y a des cases offertes. Qu'est-ce que c'est? Ah, les cases offertes, c'est parce qu'on va pouvoir coopérer. On va pouvoir, sur les 3 dés que nous avions, donner un dé à un copain, le mettre dans sa réserve offerte. Alors là, attention, c'est un mauvais vocabulaire. Vous allez pouvoir le mettre dans ces cases offertes, comme ça évite les confusions. Vous allez pouvoir y donner un dé et le mettre dans sa partie offerte. Ceci dit, comment je fais si c'est à mon tour de jouer et j'ai des dés offerts aussi? Imaginons que je sois dans cette configuration-là. Alors, ça va me permettre d'aborder 2 points. La notion de tour et de round. Un tour de jeu, c'est lorsqu'une vertu joue intégralement. Un round, c'est lorsque les 4 vertus ont joué. Donc, lorsqu'on arrive, par exemple, dans notre cas, au 3e tour du 2e round,
Ça peut arriver, cette configuration-là. Donc, on a mis nos dés en réserve, on nous a offert des dés, on va avoir à nouveau 3 dés. On va avoir finalement une bonne totalité de dés à disposition. Les dés offerts sont obligatoirement joués à ce tour. Vous ne pourrez pas conserver d'un round à un autre les dés offerts. Donc à votre tour, vous allez devoir les jouer. Alors imaginons qu'on fasse ça. J'en sais rien, mais imaginons. Voilà. Il me reste un dé. Qu'est-ce que j'en fais? Ce dé faisait partie des dés que j'ai lancés. Je vais pouvoir l'offrir à une vertu qui n'a pas encore joué. Donc là, dans mon exemple, ça ne peut être que la dernière vertu, la numéro 4. Par exemple, justice, et je lui donnerai un dé dans ces cases offertes. Je joue mes 2 cartes, ok, super, qui ont des actions qui pour le moment, on s'en fiche. Une fois que je les ai jouées, je les défausse et je vais pouvoir renouveler la main des vertus grâce à mon jeu de cartes en main. Vous comprenez pourquoi je disais qu'il faut que je précise absolument pour éviter les confusions. Je vais les mettre et je vais pouvoir refaire ma main en piochant 2 nouvelles cartes dans ma pioche. Dès qu'on n'a plus de cartes en pioche, on mélange ça des fosses et on refait. Attention, ce n'est pas du tout un deck building. C'est une gestion de main de cartes, une gestion de deck même. Et en même temps, ça n'est pas un jeu de draft de dés non plus. Il y a une petite mécanique pour du draft de dés, mais ça n'est vraiment pas que du tout de la draft de dés. Et ça va beaucoup plus loin. Donc elle a lancé ses dés, elle a gardé et mis en réserve des dés qui lui correspondraient pour jouer son prochain tour. Super. Et après, une fois qu'une carte, une vertu a joué, on va pouvoir révéler une carte ténèbres. Et oui, les vertus affrontent les ténèbres. Donc la mise en place nous aurait imposé par exemple 4 cartes ténèbres. Qu'est-ce que ça représente ces cartes ténèbres? Ça représente un compte à rebours. Lorsqu'il n'y a plus de cartes ténèbres, le récit, parce que là depuis le début je vous parle de récit, a terminé. On va pouvoir regarder les résultats et voir où l'on va. Vous ne comprenez pas tout encore, c'est normal. Je reviens juste sur la partie ténèbres. Les cartes ténèbres sont composées de 3 parties. Une partie pour les récits, représentée par le symbole du livre. Ici, nous avons lorsque les personnages sont proches de Solomon Kane sur le plateau de jeu. Lorsque les personnages sont loin de Solomon Kane sur le plateau de jeu. Et ici, une phase d'apparition des ombres. Ouh là là, beaucoup de choses. J'y reviens après. Nous, ce qui nous intéresse quand on parle de récit, c'est uniquement la partie haute qui va rentrer en application. Et ce ne sont que des choses négatives. En l'occurrence, par exemple, ici, on devrait, au tour de Prudence, une fois qu'elle a terminé tout son schmilblick, descendre la force de Solomon Kane de 1. Je rebondirai juste sur un point que je ne vous ai pas précisé encore. Il y a 2 symboles sur lesquels je ne me suis pas attardé. Relancer et retourner. Ici. Quand on lance nos 3D, il se peut qu'il y ait un résultat qui ne nous corresponde pas. On a la possibilité soit de retourner le dé, soit de le relancer. Mais c'est un seul dé qui subit ce sort-là. Les autres, absolument rien. Ça permet, on va dire, de pallier à un certain côté hasardeux. Je rajouterai que l'aide de jeu est extrêmement bien faite et reprend l'intégralité du tour de jeu d'une vertu. Donc si vous avez un doute, inspirez-vous de l'aide de jeu. Sachez que dans la boîte, normalement, il y en a 5 d'aides de jeu. Voilà pour le tour de jeu d'une vertu. Bon, c'est bien beau, ça ne nous explique pas grand-chose. Puisque on ne sait pas sur quoi on joue, on ne sait pas comment ça se présente, on ne sait pas tout ça. Je suis d'accord avec vous. J'y viens. Pour jouer à Solomon Kane, on va devoir choisir un livret d'aventure. C'est ce dont je vous ai parlé au début. Nous allons commencer, pour nous, par bruit d'ossement.
Donc une fois qu'on a choisi son livret d'aventure, qui est un livret d'aventure conseillé, qui fait partie de ceux conseillés pour débuter le jeu Solomon Kane, il suffit de l'ouvrir et de se laisser guider. Il y a des explications sur comment utiliser le livret d'aventure. Ça, si vous avez le jeu, je vous laisse le lire, c'est très important. Vous allez avoir un acte qui sera composé de récits et de scènes. Quelle est la différence? Quand vous ouvrez votre page de livret d'aventure et que vous attaquez au chapitre 1, vous allez avoir à chaque fois d'indiquer en haut s'il s'agit d'un récit ou d'une scène. Donc déjà, quand vous voyez récit, vous savez que vous n'allez jouer qu'avec ce que je vous ai présenté tout à l'heure et les cartes ténèbres et le deck de cartes découvertes liées à bruit d'ossement. C'est un petit peu le même système de mise en place à propos du deck de cartes découvertes que pour Horreur Arkham 3e édition. Donc, lorsque vous attaquez un livret d'aventure, vous prenez l'ensemble du matériel, vous rangez tout le reste, ça ne vous servira à rien. Vous prenez vos vertus, les personnages supplémentaires, les tuiles, et c'est parti. Évidemment, prenez le deck de cartes découvertes, sinon vous ne saurez pas où aller. Donc, je mets en place tout ça de suite et je vous présente comment marche un récit. Voilà. Alors, j'ai récupéré l'intégralité du matériel dont j'avais besoin et je vais mettre en place le récit que j'ai sous les yeux. Donc, par quoi déjà on peut commencer? Évidemment par la lecture. Lisez, imprégnez-vous de l'ambiance. C'est bien plus important que la mécanique pour le coup. L'histoire va être vraiment passionnante, c'est très bien écrit, c'est génial. Il y a des petites coquilles de temps en temps, il y a des problèmes au niveau de certaines cartes découvertes de temps en temps aussi, mais vous inquiétez pas, la page Facebook dédiée à Solomon Kane répondra à tous vos problèmes. La FAQ aussi à venir, j'en suis persuadé. Et au pire des cas, vous avez le dieu Board Game Geek qui pourra vous aider. Donc, lecture dans un premier temps. On pioche 2 cartes ténèbres qui vont représenter, comme je vous ai dit, un compte à rebours. Et à chaque fois qu'une vertu va jouer, on va jouer une carte ténèbres. Et dès qu'il n'y en a plus, c'est la fin du récit. On a en haut les objectifs. Donc ici, ça sera illuminer la voie de Solomon. Ah, comment on illumine? En y posant des lumières. Il va y avoir des vertus qui auront la possibilité de poser des lumières n'importe où, autant sur le plateau des vertus que sur le plateau des objectifs. Donc vous en posez une et une fois que la fin de l'aventure du récit se fait, vous allez avoir pour le coup 3 dénouements possibles. Pas 2, 3. Oui, la première, c'est si la voie de Solomon est lumineuse, c'est-à-dire que vous avez réussi à poser entre 3 et 5 lumières. Vous avez un chapitre qui vous est proposé. Si la voie est ténébreuse, donc vous avez mis entre 0 et 2 lumières, vous allez à un autre chapitre. Et je vous ai dit 3 alors qu'il y a 2 lignes. Et oui, parce que vous pouvez très bien perdre. Comment on perd? En fonction des attributs de notre plateau d'attributs. Si nous avons la force qui arrive à 0, la lucidité ou la compassion qui arrive à 0, Solomon est considéré comme perdant. Si le danger dépasse 10, la partie est perdue elle aussi. Donc faites énormément attention à votre plateau d'attributs. Il va plus ou moins vous guider sur la manière dont il va falloir avancer votre récit ou votre scène pour limiter la casse le plus possible. D'accord, il nous manque juste un tout petit point, c'est que parfois au-dessus d'objectifs, vous avez une règle spécifique, mais j'y viendrai après. Ensuite, vous réglez votre plateau d'attributs en fonction de ce qui est indiqué au début du tout premier chapitre. Donc là, pour le coup, ça va ressembler à ça. Voilà. Vous prenez votre carte découverte qui sont rangées dans l'ordre. Vous la révélez. Et c'est parti. Vous allez pouvoir commencer votre récit.
vous allez devoir pour préparer le premier round, sélectionner qui va jouer en premier ou dernier. Bien lire les cartes découvertes qui vont vous apporter des propositions, des nouvelles règles au cours de votre récit ou de votre scène. C'est pourquoi j'y viens tout de suite. Donc, les cartes découvertes vont avoir 3 symboles différents. Le petit éclair qui est en fait un effet instantané, ça porte très bien son nom. Vous lisez la carte découverte, vous remplissez ce qui est écrit dessus, vous défaussez la carte. Vous allez avoir les effets en continu représentés par un petit engrenage. Elles vont durer tout le long de votre chapitre, voire même aller plus loin que votre chapitre actuel. Et celle-là, on s'en défausse quand on vous le dit. Ou alors quand c'est écrit « Reste en jeu », c'est jusqu'à la fin du chapitre en question. Ou alors vous allez avoir les opportunités, représentées par une petite épée, qui vont venir additionner, apporter de nouvelles règles par rapport aux règles de base de Solomon Kane pour vous donner d'autres possibilités et vous permettre de faciliter la vie de Solomon. Évidemment, ça marche toujours d'une manière assez spécifique. Un coup, généralement une typologie de dés nécessaire ou alors perdre des attributs pour pouvoir gagner une action, des mouvements ou parfois rajouter des cartes ténèbres dans son deck ténèbres pour augmenter la durée de vie de votre récit ou de votre scène en question. Voilà pour ce qui est du récit, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Sachez juste que de votre récit dépend comment va se dérouler votre scène à venir. C'est un petit peu toute la partie mécanique qui est très importante à comprendre pour avancer et progresser plus facilement dans le jeu. Je vais insister sur un dernier point maintenant. Lorsque vous venez de finir un récit, vous allez avoir généralement des situations qui vont être comme ça. Ça peut largement arriver que vous terminez, il y ait des vertus, qu'il y ait des dés en réserve. Vous les gardez. C'est très important. Vous allez devoir même anticiper et préparer votre fin de récit pour être au taquet au début du prochain. Parce que si vous partez à poil comme ça pour le chapitre qui suit, je peux vous assurer que vous êtes dans la merde. Maintenant que vous arrivez à la fin de votre récit, vous savez si la voix de Solomon est lumineuse, ténébreuse ou si vous avez perdu. Sachez juste que si vous avez rendu la voix de Solomon lumineuse, vous allez pouvoir modifier jusqu'à 3 attributs de votre plateau attributs. Rappelez-vous, c'est très important d'augmenter toutes les statistiques de Solomon Kane et de baisser au maximum le danger. Lorsque vous avez 3 lumières, vous allez pouvoir améliorer un attribut ou baisser le danger. 4 lumières, 2. 3 lumières, variées de 3 attributs, votre plateau attribut. Ça nous permet donc de faire de suite le transfert sur les scènes. Lorsque vous arrivez à une scène, vous allez avoir la même présentation que pour le récit. Un peu de lecture, donc la scène représente un instant T dans le récit. Vous allez avoir parfois des règles spéciales qui vont vous être données à titre de bonus. Par exemple, augmenter encore un attribut ou baisser le niveau de danger. On va vous donner des mots-clés, des nouveaux attributs par rapport à ces mots-clés, un nouvel objectif et enfin un dénouement, une liste de dénouements possibles. Ce n'est pas tout, vous allez avoir une mise en place. Et oui, lorsque vous jouez une scène, vous allez mettre en scène des personnages et des figurines. Je vais vous faire la mise en place de suite par rapport à cette présentation-là. Voilà, donc petit point de vue par rapport à la scène présentée lors de notre lecture du livret d'aventure. On retrouve des personnages mortels qui vont être représentés par Solomon Kane et ce personnage-là, et des personnages immortels qui seront représentés ici par les ombres. D'accord? Nous avons différents types de jetons par terre. On ne sait pas à quoi ça sert et vous allez voir que dans de nombreux cas, quand vous allez lire les aventures et vivre les scènes, il y a des jetons, vous ne comprendrez pas à quoi ils servent. Du coup,
je ne vais pas les expliquer forcément, ça sera à vous de les découvrir et sachez que si vous ne les comprenez pas de suite, c'est normal. C'est le jeu qui va vous guider vers leur exploration. Je vais commencer par la présentation d'une tuile. Sur une tuile, vous allez avoir des lignes blanches et des lignes rouges. Les lignes blanches délimitent des cases que les figurines, donc mortelles comme immortelles, peuvent traverser. Si on vous demande de déplacer Solomon Kane de un mouvement, il va pouvoir traverser une ligne blanche, ça veut dire. Les lignes rouges, quant à elles, ne peuvent pas être traversées par les figurines. C'est ce qui est noté dans le livret de règles. Donc, ça veut dire que mortels comme immortels ne peuvent pas traverser les lignes rouges. Par contre, dans certains cas, nous avons une ligne rouge qui va venir séparer deux protagonistes. En l'occurrence, dans mon cas ici, on va le mettre plutôt là. En l'occurrence, dans ce point de vue-là, j'ai Solomon Kane qui est séparé par un mur par rapport à une ombre, d'accord? Donc j'ai une ligne rouge. Et d'après la réponse à une question posée par quelqu'un qui se posait cette question-là, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'il y a interaction entre notre Solomon Kane et notre ombre? A priori, oui. Il peut y avoir phase de combat, il peut y avoir phase de discussion et il peut même y avoir l'aura qui a un impact sur Solomon Kane. Alors là, j'ai parlé d'aura alors que j'ai dit que c'était une ombre. Ok, je présente ça tout de suite. Notre ombre est un personnage immortel. Solomon Kane n'a pas directement d'interaction avec elle. Par contre, l'ombre va pouvoir agir d'une manière passive sur lui. De deux manières. En étant à proximité de lui, donc sur une case adjacente, elle va déployer son aura. Une aura, c'est de l'ombre sera toutes les cases qui lui seront adjacentes. En l'occurrence, cette case, cette case, cette case et cette case. Lorsque un personnage immortel comme une ombre vient à passer sur un personnage lambda comme lui, il ne se passera rien. Par contre, lorsque Solomon Kane subit l'aura de l'ombre, sur ces tests qu'il va devoir effectuer comme du combat avec un autre personnage par exemple, il va avoir ces tests qui vont être diminués à raison de 1 par ombre qui lui est proche. Par contre, si une ombre vient rentrer en contact avec Solomon Kane, elle disparaît et on va pouvoir déployer une carte événement. Cette carte événement, on la lit de haut en bas et on ne se préoccupe pas des 3 chiffres aléatoires qui sont écrits en bas. Ils serviront pour autre chose plus tard. Il suffit juste de résoudre intégralement la carte événement une fois l'ombre rentrée en contact avec Solomon Kane. Qu'en est-il des vertus? Les vertus sont comme les ombres, ce sont des personnages qui sont immortels. Elles vont donc avoir un rôle actif mais indirect sur Solomon Kane. Elles vont elles aussi avoir une aura, déjà expliqué tout à l'heure, et elles vont pouvoir utiliser leur action, que l'on a pu voir tout à l'heure par l'intermédiaire de leur plateau ou de leur carte, pour aider Solomon Kane à avancer dans l'histoire et à survivre. Les vertus vont ajouter des bonus qui sont spécifiques à celle-ci lorsque Solomon Kane sera adjacente à elle. Je prends cet exemple tout particulier par rapport à Prudence qui est ici. Elle est dans une zone adjacente à Solomon Kane, séparée par une ligne rouge. Il y a bien l'aura de Prudence sur Solomon Kane. Absolument aucun problème. Du moins, pour le moment, aux dernières nouvelles, ça fonctionnerait comme ça, sans aucun souci. Ok, revenons sur ce point de vue-là. Comment se passe un tour de jeu sur une scène? Exactement de la même manière que sur un récit, à une différence près. Vous avez sur les plateaux des vertus
À chaque fois, la possibilité de placer votre vertu sur le plateau. Vous placez votre vertu sur le plateau où vous voulez, tant qu'elle n'est pas posée sur une figurine mortelle ou immortelle. Ça, c'est la première chose. Donc, ce sera grâce aux actions ici sur leur plateau. Vous allez avoir une carte ténèbres qui va devoir être jouée. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les cartes ténèbres sont composées de 3 parties. La partie du récit, donc dans notre scène, on s'en fiche, on ne l'utilisera pas. La partie où les personnages sont adjacents à Solomon Kane, ou dans la case de Solomon Kane, et plus loin que adjacent, donc d'une case, plus loin d'une case à Solomon Kane, et enfin une phase d'apparition. Il suffit de les lire de haut en bas. Une ombre activée ne peut plus être activée une deuxième fois dans notre exemple ici. Ça peut être la même chose en fonction d'un éclaireur, d'une sentinelle, etc. Beaucoup de termes techniques, c'est normal. Chaque terme technique sera expliqué dedans le livre des règles. Ici, vous avez donc un jeton violet avec une lettre. Le jeton violet, vous le retrouvez ici, avec à chaque fois une lettre différente dessus, X, Y ou Z. Quand vous avez une carte ténèbres qui vous écrit, comme j'avais dans mon exemple, un X, il va falloir poser une ombre sur le jeton X. Aïe, punaise, ça peut aller jusqu'à l'infini. Heureusement, non. Vous vous souvenez de votre plateau d'attributs avec les dangers? Regardez en dessous. Vous avez un nombre de figurines maximum d'ombres sur le plateau. Vous en avez jusqu'à maximum 6. 6 qui peut être débloqué avec des petits jetons comme ça, mais spécifiques aux ombres, que vous verrez dans les livrets d'aventure, bien évidemment. Par rapport aux cartes ténèbres, il existe aussi des cartes cauchemars. Elles ont ce verso-là, donc tout foncé. Les cartes cauchemars s'appliquent autant au récit qu'à la scène. Celles-là sont vraiment, on va dire, elles portent parfaitement leur nom. Il ne faut pas tomber dessus, elles font trop mal. Et elles ont le même recto que les cartes ténèbres. Donc, vous ne pourrez pas les anticiper aussi facilement. La mise en place des cartes cauchemars sera expliquée dans les livrets d'aventure, bien évidemment. Il existe encore quelques petits points que je ne vous ai pas présentés. Qu'est-ce que c'est ceci? Et qu'est-ce que c'est que ces dés? Eh bien en fait, il y a certaines vertus qui vont vous donner la possibilité de poser des dés ou des cubes pour le coup, de couleur vert ou blanche. Les couleurs vertes, posées dans le nuage, ça s'appelle comme ça, vont pouvoir être utilisées à n'importe quel moment pour changer une carte événement. Ça, c'est les vertes. Si par exemple, ce qui se passe dessus, ça ne vous plaît pas ou les nombres aléatoires ne vous conviennent pas, vous pouvez dire je dépense un cube violet et j'en tourne une nouvelle. Évidemment, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Ça sera la nouvelle qui sera obligée d'être jouée ou encore celle d'après si vous avez un nouveau cube vert. Ok? Qu'est-ce que c'est les cubes blancs? Les cubes blancs, je ne sais plus leur nom, comme les cubes verts, qu'importe. Il faut juste retenir qu'un cube blanc peut venir remplacer n'importe quel dé et peut être joué n'importe quand et peut être disponible pour n'importe quelle vertu. Donc, des bons bonus. Les cartes péchés, donc les péchés capitaux, peuvent être mises en place grâce aux cartes événements. On vous dira tirer au hasard n'importe quel péché capital ou être dans le livret d'aventure, dans la mise en place du jeu. Donc, ça se présente de la manière suivante. Vous allez avoir une carte avec un jeton de lumière à poser dessus. Tant que vous n'avez pas posé de jeton lumière, l'effet au-dessus sera toujours actif. Il nous reste encore quelque chose de très important à appréhender dans Solomon Kane. Les interactions absolument pas pigées. Il faut aussi avouer que Solomon Kane est vraiment un objet ludique non identifié et au niveau de sa mécanique à ce moment-là, il faut un petit peu se prendre par la main et réfléchir 2 secondes. Ou alors aller poser des questions. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé poser des questions parce que sinon, en fait, j'aurais pas pigé.
Souvenez-vous, dans notre livret d'aventure, nous avions dans les mots-clés et les attributs plusieurs choses d'indiquer. Donc, par exemple, si on prend Gaston, notre personnage ici, Gaston est un chercheur et un vandale avec des symboles dessus. Chaque action est expliquée dedans le livret de règles. Vous allez chercher ce dont il s'agit, vous les lisez et vous faites les actions en fonction de ce qui est dit. Par exemple, dans notre cas chercheur, Gaston va se déplacer d'une case à une autre en direction de l'objectif représenté par ces jetons-là. Ils représentent des objectifs, ces jetons. Si par exemple dans notre cas, nous avons Gaston qui est sur une case qui peut vandaliser, sans s'être déplacé auparavant, il va pouvoir du coup vandaliser, détruire le jeton objectif qu'il avait et ensuite il pourra se déplacer. Par contre, Vandal dit que s'il s'est déplacé, à ce tour-là, il ne fera que l'action déplacer. Ce sont plein de petites subtilités qu'il faudra bien dompter pour ne pas passer à côté de certaines règles et profiter au maximum du jeu. Il se peut que vous ayez des coquilles au niveau des cartes découvertes. Je le répète, la page Facebook pour Solomon Kane est très active, on répond à beaucoup de questions. Sinon, vous avez Board Game Geek aussi, qui est fait pour ça de toute manière. Ensuite, on a vu un deuxième terme technique qui représente ces jetons-là. Pour le coup, ici, c'est l'exploration. Quand Solomon Kane est dessus cet objectif, il va pouvoir faire une action d'exploration et faire un test. Punaise, comment il fait ces tests? Donc, pour pouvoir faire une action, il faut trouver une vertu qui permette de faire l'action en question. Et je vais pouvoir aborder un petit détail que je ne vous ai pas dit dans la mécanique des vertus ni dans les récits. C'est pour ça qu'il faut tout écouter. La mécanique d'exploration peut être disponible dans les cartes des vertus, mais aussi sur le plateau principal d'une vertu. En l'occurrence ici, tempérance. Tempérance à l'exploration X. Donc là, exploration 0. Très bien. D'accord. Eh bien, on peut faire exploration 0. Solomon Kane, lorsqu'il est sur cette case-là, et que c'est au tour de tempérance de jouer, donc tempérance va dire Solomon Kane fait l'action exploration. Exploration 0 plus le bonus ici, lié à tempérance, lucidité. Ici, si on est entre 4, 5, 6, c'est un bonus de 0, puis 1, puis 2, puis 3, ou alors moins 1, moins 2. C'est pour ça que vos curseurs doivent être toujours tirés vers le haut pour avoir un maximum d'efficacité. Pour le coup, imaginons que nous soyons dans cette situation-là. Nous avons donc tempérance qui dit à Solomon Kane, tu vas explorer ici d'une valeur 0, plus 1, et souvenez-vous, je vous ai parlé des cartes événements et de 3 chiffres. Vous allez tirer une carte événement, et en fonction du personnage qui va réaliser l'action, vous allez devoir choisir un des 3 chiffres. Il existe donc 3 types, on va dire, d'alliés, 3 types d'ennemis, pour 3 types de numéros aléatoires. Par exemple, dans notre cas, Solomon Kane est considéré comme un héros. Il va toujours prendre le chiffre à droite. L'opposé du héros, c'est l'ennemi juré de Solomon Kane qui prendra le chiffre le plus à droite possible aussi. En dessous, vous allez avoir les champions pour les alliés ou les scélérats. Parfois, vous allez avoir ce mot-clé, vous n'allez pas savoir à quoi ça correspond et qu'est-ce que c'est. En fait, quand vous ne trouvez pas un terme, par exemple villageois, à quoi ça correspond, ou la foule, la piétaille, etc., parfois c'est tout simplement le niveau allié ou le niveau ennemi pour réaliser les objectifs. Donc, quand vous allez tirer une carte événement, en fonction du niveau de votre ennemi ou de votre allié, vous allez devoir sélectionner un des 3 chiffres aléatoires. Très important de se souvenir de ça. Pour réaliser une action, il faut prendre en compte 4 choses. Alors que je vous en ai parlé de 3. Oui. La première chose, l'action
que va faire la vertu et le chiffre qu'elle va donner. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, son bonus ou malus en fonction du niveau de notre attribut en question, lié directement à la faculté, lié directement à l'action qui est en train de réaliser notre personnage. Si il faisait une action de combat, par exemple, on irait chercher la force directement liée à courage et inversement. Là, pour le coup, on parle d'exploration, donc essayons de rester concentrés sur l'exploration. Donc là, tempérance dit, tu fais une action d'exploration d'une valeur de 0, plus 1, avec la lucidité qui est liée à l'action d'exploration. Tu vas faire plus 5 par rapport à ta carte événement, moins, c'est le quatrième point, les ombres qui sont autour qui vont diminuer de 1 la valeur de notre résultat. Ici, Solomon Kane n'a pas d'ombre autour de lui. Du coup, ça sera bien du 0 plus 1 plus 5 soit 6. Si nous aurions eu 3 ombres autour de lui, Solomon Kane aurait 6 moins 3, une valeur de 3 à son résultat. Ok, très bien. On a notre résultat et après. Quand vous faites une action avec un terme, vous allez toujours avoir au début un résultat, puis une carte à tirer. Ici, si ça aurait été 3, on aurait tiré la carte 203 et on aurait lu ce qui se passait sur la carte 203. Si on aurait fait 6, on aurait lu la carte 204. Et ainsi de suite. À chaque fois que vous prenez et faites une action où il y a un objectif, vous prenez bien évidemment le jeton. Il est défaussé, on n'en parle plus. Bien évidemment, prenez en compte ce qui est écrit sur les cartes découvertes. Parfois, on ne le défausse pas, on le met de côté. Alors, pour les actions de combat, dans tous les cas, quand vous allez pouvoir combattre, ça sera expliqué à chaque fois. Vous allez avoir des cartes combat qu'il faudra tirer, qu'il faudra lire, et ça va se passer exactement de la même manière que si vous veniez à faire une exploration ou une discussion. À une chose près. Quand vous faites par exemple, Solomon Kane discute avec l'aubergiste. En l'occurrence, ici, ça serait l'aubergiste. La cible, c'est l'aubergiste. Si Solomon Kane vient à faire un résultat, par exemple de 5, on va lire sur la ligne aubergiste 5 et on tirera la carte qui correspond à ce résultat-là. Et non sur la ligne de Solomon Kane. Considérez que lorsque Solomon fait une action, sur la ligne de l'opposant, c'est là où vous allez aller chercher la carte en question. Sinon, vous ne comprendrez pas pourquoi Solomon Kane, quand il fait par exemple une discussion, il a toujours des effets négatifs. Et l'aubergiste, lui aussi, il n'a que des effets négatifs quand il joue. D'accord? Donc, très important. Pour les combats, c'est exactement de la même manière. Vous allez avoir des cartes combat qui vont vous donner les effets qui se passent en fonction du résultat que vous aurez et des nouvelles cartes d'effets de combat à aller chercher. Je vais prendre un exemple tout simple, au hasard. Si par exemple je prends cette carte-là qui est la carte F01, si on fait un résultat entre 0 et 4, on va devoir aller chercher, bon il y a une petite description de ce qui se passe, et vous allez devoir aller chercher les cartes effets de combat E028 et 035. Vous les résolvez dans l'ordre les deux, obligatoirement. Je ne vais pas vous les montrer pour éviter de vous spoiler de trop. Déjà j'en montre beaucoup, donc essayez un tout petit peu d'être compréhensif à ce niveau-là si je ne vous montre pas tout. C'est pour que vous puissiez garder un petit peu de suspense, c'est moi aussi, quand je vais jouer. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une petite chose que je ne vous ai pas dit depuis le début de la vidéo et c'était fait exprès. Il y a une chose qui est extrêmement importante. Comme ça, vous arrivez jusqu'au bout de la vidéo et c'est très bien. Quand vous avez une vertu qui veut faire une action, j'ai dit qu'elle pouvait faire les actions qu'il y avait sur son plateau ou sur ses cartes. Mais il est possible aussi qu'elle réalise l'action centrale d'une des autres vertus. Il suffit pour ça qu'elle rajoute, qu'elle mette le dé qu'il est nécessaire, plus dépense un dé supplémentaire, qu'importe le signe. Elle doit juste utiliser un dé en plus pour réaliser l'action. Ce qui permet par exemple d'un tour sur l'autre, par exemple de faire 4 fois l'action discussion
et non qu'une seule fois, ou 4 fois l'action combat et non qu'une seule fois. Évidemment, vous prenez toujours en compte les variateurs au-dessus. Par exemple, imaginons que on soit dans cette situation-là. Prudence a dit « Ouh là là, moi à mon tour, je fais bouger une vertu. » Pouf, elle a déplacé une vertu. Et là on se dit « Punaise, ouais, ça serait vachement bien qu'on déplace encore cette même vertu. » À son tour, Justice, elle va dire « Très bien, ok, pas de souci. Je vais jouer l'action anticipation de Prudence, mais pour ce faire, je dois dépenser un dé en plus. » Et là, on va pouvoir aller déplacer une vertu. C'est un jeu coopératif. Les vertus, bien que vous les jouez, ne vous appartiennent pas personnellement. N'importe qui peut déplacer votre vertu. Voilà, donc je vous ai présenté grosso modo comment ça se passe une scène. Lorsqu'arrive la fin d'une scène, c'est représenté par les résultats du dénouement, que je vous ai déjà expliqué. 2 types de dénouements qui seront généralement écrits en fonction du résultat que vous aurez. La mort de Solomon Kane. Et parfois un 3e dénouement possible avec une petite ligne sinon. Et là, si vous arrivez à la ligne sinon, dites-vous que vous êtes mal barré aussi. N'allez pas dans le sens des sinon. Sinon, c'est la mort, quoi. Généralement, ça signe la défaite. Donc, notre scène est terminée. Vous rapatriez vos vertus sur vos plateaux. Vous dégagez tous les dés qu'il y a dessus. Et vous préservez vos dés en réserve, évidemment. Surtout, gardez-les. Anticipez ce qui va venir. Essayez d'avoir un maximum de dés dans vos réserves. Vous allez voir qu'il y a des événements ou des cartes découvertes qui vont vous dire telle vertu perd telle carte, telle vertu perd des dés en réserve, telle vertu perd des dés offerts. Attention à bien anticiper tout ça. La scène est directement, le résultat de votre scène est directement lié au résultat et à votre préparation dans les récits. Si vous bâclez votre récit et allez beaucoup trop vite, votre scène va être plus compliquée. Voilà, ce sera tout pour la présentation des règles de base de Solomon Kane. Je ne vous ai pas tout dit, c'est normal, c'est pour vous réserver des surprises, pour me réserver des surprises. Si vous avez des questions, ce sera avec plaisir que j'échangerai avec vous dans l'espace commentaires ou pourquoi pas sur la page Facebook de Solomon Kane, que je vais mettre d'ailleurs en lien dans la description de la vidéo. Quant à moi, il est temps de vous dire qu'on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!